On appelle ces gens le milliard doré. Les 7 autres milliards de personnes vivent soit dans un régime autoritaire où il n'y a pas vraiment de droit de propriété, puisque tout est facilement censuré et confisqué, soit dans un pays où la monnaie est faible. Les gouvernements de ces pays ferment les rampes de sortie et forcent leurs citoyens à utiliser les monnaies qu'ils dévaluent. Cela leur permet d'exploiter les gens à moindre coût et d'obtenir des avantages dans l'empire du dollar. Si vous utilisez Bitcoin au lieu de Western Union, votre famille obtiendra plus de 2 fois plus de valeur. Et j'aide ces groupes à comprendre le fonctionnement de la sécurité numérique et de la collecte de fonds. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une traduction synthétique provenant d'une entrevue accordée par Alex Gladstein au podcast What Bitcoin Did, diffusé le 8 avril 2024. Alex Gladstein est le chef de la stratégie à la Fondation des droits de l'homme. Il est aussi l'auteur des livres The Little Bitcoin Book et Check Your Financial Privilege. Il est connu pour sa défense du Bitcoin en tant que technologie permettant de faire avancer les droits humains. Dans l'exposé suivant, il présente les avantages que comporte l'invention de Satoshi Nakamoto sur 3 axes principaux qui sont souvent sous-estimés: commerce, liberté et énergie. Pour l'activiste, Bitcoin est bien plus qu'un produit d'investissement. C'est une technologie qui va transformer en profondeur les civilisations humaines. Sans plus attendre, voici Alex Gladstein. Je souhaite m'adresser aujourd'hui aux débutants et aux sceptiques, mais aussi aux bitcoiners convaincus qui pourraient ne pas saisir toute l'étendue de ce que Bitcoin peut faire. Nous lui avons continuellement trouvé de nouveaux cas d'usage au cours des 10 dernières années et c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. Bien entendu, le premier cas d'usage de Bitcoin, c'est l'épargne. La preuve est faite. Bitcoin est sans conteste le meilleur investissement de tous les temps depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Certes, il est volatile, mais il est sur une pente ascendante parce que c'est le seul actif numérique rare au monde. Cette donnée est la base des autres cas d'utilisation de Bitcoin, qui reposent dessus. Avec le temps, je pense que les gens commenceront à comprendre que c'est aussi la meilleure technologie de salaire au monde, et que c'est le meilleur moyen de préserver son pouvoir d'achat au fil du temps. Mais cela prendra 50 à 100 ans pour se manifester pleinement. Sur les 15 premières années de Bitcoin, cela a été très efficace. Il suffit de mesurer la chute des prix des différents iPhones en Bitcoin pour s'en rendre compte. Mais au-delà de la thésaurisation, le fameux buy and hold, que peut-on faire d'autre avec Bitcoin? On peut séparer ces avantages en 3 catégories distinctes: liberté, commerce et énergie, essentiellement l'énergie électrique en l'occurrence. Ces 3 choses, la liberté, le commerce et l'énergie, sont le fondement de la civilisation. Une société où la consommation d'énergie par habitant est faible, où l'on n'a pas accès à une monnaie viable et dont les membres ne sont pas capables de faire du commerce et n'ont pas certaines libertés, c'est une société pauvre. Les États-Unis, malgré tous leurs défauts, s'en sortent bien sur ces critères et permettent ainsi à leurs citoyens de choisir leur vie. Les 4 milliards de personnes ayant le moins de revenus et d'énergie par habitant ont tendance à avoir très peu de liberté et de grandes difficultés en termes de commerce. Ils ont très peu de contrôle sur leur propre vie et sont des quasi-esclaves. L'humanité doit les aider à se sortir de cette situation. Bitcoin peut être un catalyseur qui les fait progresser en leur donnant accès à une monnaie saine, à plus d'énergie et d'électricité, à plus de liberté et à une plus grande capacité de faire du commerce. En cela, il peut contribuer à la civilisation humaine. Soit dit en passant, il y a un excellent essai d'Alan Farrington intitulé L'argent de Wittgenstein, dans lequel il décrit la trajectoire d'un objet quelconque qui devient une monnaie de réserve mondiale. Cet objet commencerait selon lui comme une technologie d'épargne, ce qui évoque clairement ce que Bitcoin fait aujourd'hui. Alan Farrington a également déclaré sarcastiquement que nous devrions examiner nos privilèges financiers. C'était une phrase ironique, mais faisant référence à une réalité. En Occident, nous sommes dans une situation confortable car nos monnaies sont acceptées partout. Parfois, nous n'avons même pas besoin de les échanger lorsque nous voyageons dans d'autres pays. Nous pouvons simplement les dépenser là-bas. Personne ne doute de nos cartes de crédit et il est assez facile de faire des achats à l'étranger, d'investir dans des actions et des obligations et d'avoir un plan de retraite. Le monde fiat vous dit qu'il n'y a rien de mal à ce que le dollar ou la livre se dévalorise avec le temps, puisqu'on peut simplement investir en bourse. Il admet que la monnaie fiduciaire est mauvaise pour l'épargne à long terme, mais que cela n'a pas d'importance car elle peut être investie. Or, cela n'existe pas dans d'autres parties du monde. Au Malawi, ils mettent de côté en achetant de la tôle, du bétail ou une autre mauvaise monnaie appelée le kwacha. Investir en bourse n'est bien sûr pas une possibilité pour eux. Il est bon de rappeler qu'il n'y a environ qu'1 milliard de personnes dans le monde qui ont la chance de naître dans un pays doté d'une monnaie de réserve, c'est-à-dire d'une monnaie fiduciaire dans laquelle d'autres banques centrales rivales investissent, et dans un pays démocratique où l'état de droit est respecté. On appelle ces gens le milliard doré.
Les 7 autres milliards de personnes vivent soit dans un régime autoritaire où il n'y a pas vraiment de droit de propriété, puisque tout est facilement censuré et confisqué, soit dans un pays où la monnaie est faible. Il est donc important de comprendre que pour la plupart des habitants de la Terre, la monnaie est une technologie qui fonctionne très mal. Pour l'écrasante majorité des gens, l'argent est un problème dans leur vie. Il est très difficile pour eux de transférer de l'argent à leur famille, de faire des achats à l'étranger et de conserver leur pouvoir d'achat. Toutes ces choses, qui sont une évidence pour nous en Grande-Bretagne, en Allemagne ou aux États-Unis, constituent des défis pour d'autres. La dévalorisation de la monnaie n'est pas un problème auquel les Occidentaux ont dû faire face dans l'histoire récente. Les habitants de Los Angeles ou de Londres ne sont pas habitués à se réveiller avec une monnaie qui a perdu 50% de sa valeur, comme cela s'est produit au Malawi, où la monnaie a été dévaluée de 44% du jour au lendemain, sans avertissement. Cela ne concerne pas seulement les petits pays. Le Nigeria et l'Égypte, avec une population totale de plus de 300 millions d'habitants, ont été soumis à une dévaluation massive de leur monnaie au cours de l'année écoulée. Les citoyens ont perdu près de la moitié de leur pouvoir d'achat. Sortir de ces systèmes est compliqué, parce que l'or et le dollar sont soumis à des contrôles quand ils ne sont pas purement et simplement interdits. Les gouvernements de ces pays ferment les rampes de sortie et forcent leurs citoyens à utiliser les monnaies qu'ils dévaluent. Cela leur permet d'exploiter les gens à moindre coût et d'obtenir des avantages dans l'empire du dollar. Cela a des conséquences graves et se traduit par une diminution de l'espérance de vie malgré les progrès technologiques, sanitaires et médicaux. Bitcoin permet de s'échapper de ces systèmes monétaires pervers, non seulement parce qu'il protège de l'inflation, mais aussi parce qu'il permet de transférer de la valeur. Prenons un exemple. Le Nigeria, comme de nombreux pays dans le monde, a un double taux de change, un autre problème auquel les habitants de pays occidentaux n'ont pas à faire face. Il y a le taux de change officiel et le taux de la rue, comme en Argentine. Mettons que vous souhaitiez transférer 100 $ au Nigeria depuis Atlanta et que vous utilisiez Western Union. Ils font partie de la finance traditionnelle et vont donc utiliser le taux de change officiel, en plus de prendre des frais. Disons pour l'exemple que le taux est de 1000 naira par dollar. Pour chaque dollar, votre famille va donc recevoir quelque chose comme 700 naira, après déduction des frais. Or, le taux de la rue est plus proche de 2000 naira pour $1. Donc, si vous utilisez Bitcoin au lieu de Western Union, votre famille obtiendra plus de 2 fois plus de valeur. Transférer efficacement de l'argent vers un pays à double taux de change est quelque chose qui est tout simplement impossible à faire dans le système financier existant. Et c'est un problème qui concerne des centaines de millions de personnes. Les stablecoins peuvent accomplir ce rôle aussi, mais comportent des risques dus à leur centralisation. Le Bitcoin est donc ce qui préserve le mieux votre souveraineté. Et si votre famille, lorsqu'elle le reçoit, souhaite l'échanger contre la monnaie locale, elle peut le faire facilement au Nigeria grâce à un échange pair à pair. Dans cet exemple, votre famille reçoit 2000 naira au lieu de 700. Personne ne peut dire que Bitcoin n'a pas de cas d'utilisation clair. Prenons un autre exemple révélateur. Les jeunes filles en Afghanistan n'ont pas pu aller à l'école pendant plus de 800 jours depuis 2021, date de la prise de pouvoir des talibans. Donc, si, comme mes amis dans ce pays, vous voulez continuer à financer l'alphabétisation et la formation des jeunes Afghanes, vous ne pouvez pas utiliser le dollar, mais vous pouvez utiliser Bitcoin. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Prenons un dernier exemple pour montrer que vous n'avez pas besoin d'Internet pour utiliser Bitcoin. Un homme qui a grandi dans un township d'Afrique du Sud sous l'apartheid a inventé Machankura, un moyen permettant aux gens d'utiliser Bitcoin sans connexion Internet. C'est absolument remarquable, et cela résout un problème auquel de nombreux bitcoiners ne sont pas confrontés, celui de l'accès à Internet. Mais si Bitcoin souhaite s'adresser à tout le monde, il devrait également fonctionner dans les endroits où il y a des pannes de courant et moins d'infrastructures digitales. Machankura permet aux utilisateurs d'utiliser un réseau de téléphonie mobile, le protocole USSD, pour envoyer un SMS sur un téléphone sans données. L'application vous donne un petit arbre de décision directement sur le téléphone qui vous permet d'acheter, de vendre et d'utiliser des bons d'achat. Donc, si vous avez du rand dans liquide, vous pouvez vous rendre dans un magasin en Afrique du Sud et acheter un bon Azteco pour recharger votre compte Bitcoin avec Machankura sans pièce d'identité ni compte bancaire. Cela veut dire que vous pouvez avoir accès à l'économie mondiale sans passer par le système financier. En Afrique du Sud, vous pouvez même payer votre facture d'électricité de cette manière. Là aussi, Bitcoin fait des choses qui sont hors de portée du dollar. Et même si le dollar en était capable, cela serait soumis à la bonne volonté du gouvernement américain. Voilà ce que j'avais à dire au sujet du commerce. Mais je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, parce que je souhaiterais aborder 2 sujets de préoccupation tout aussi importants, sinon plus. La liberté et l'énergie. Commençons par la liberté, avec le slogan suivant. Bitcoin est une arme contre les dictateurs. Il y a quelques années, Cuba a finalement suspendu sa politique consistant à empêcher ses citoyens d'accéder à Internet.
Lorsque j'ai débuté à la Fondation des droits de l'homme en 2007, je me rappelle que nous faisions de la contrebande d'informations extérieures avec Cuba. Nous leur apportions des versions doublées de V pour Vendetta et des choses comme ça. Maintenant, les Cubains ont accès à Internet, parce que le gouvernement a été mis dos au mur. Ils ont dû choisir entre ça ou se fermer complètement comme la Corée du Nord et appauvrir leur île pour toujours. Je pense que Bitcoin suivra la même trajectoire. Il sera impossible de l'exclure indéfiniment, et les gouvernements devront apprendre à faire avec. C'est une mauvaise nouvelle pour les dictateurs qui utilisent généralement la censure, la confiscation des biens et le contrôle des marchés de capitaux, parce que Bitcoin est le contraire de toutes ces choses. Il est fondamentalement opposé à l'ADN de la dictature, ce qui ne veut pas dire qu'il est impossible que des autocrates existent dans un système basé sur le Bitcoin. Mais il sera beaucoup plus difficile pour eux de se maintenir en place, parce que les citoyens auront une liberté monétaire qui n'existe pas aujourd'hui. Bitcoin est une bonne nouvelle pour ceux qui croient en la démocratie, c'est-à-dire la responsabilité du gouvernement devant le peuple. L'esprit fondateur de l'Amérique est favorable à la liberté d'expression, à la propriété privée et à l'ouverture des marchés de capitaux. À long terme, Bitcoin est une arme contre les dictatures, mais aussi un catalyseur pour les sociétés libres et ouvertes, car il accroît le pouvoir des citoyens. Il peut nous aider à nous débarrasser des mauvaises tendances des démocraties actuelles en termes de dépenses invisibles, de tâches cachées, d'inflation et de fonctionnement opaque et corrompu. Il est aussi une menace pour le financement public de la guerre et du complexe militaro-industriel. Ces abus ne sont possibles que parce que la monnaie peut être manipulée, et ne pourront avoir lieu si nous sommes tous sur un pied d'égalité en utilisant une monnaie neutre. Prenons quelques exemples spécifiques. La fondation créée par Alexei Navalny, qu'il repose en paix, gère l'intégralité de sa masse salariale sur Bitcoin. Ils ont besoin d'une monnaie supranationale mondiale imparable, qui permette aux gens de l'utiliser sans avoir à associer leurs pièces d'identité à leurs transactions. Ils ne pourraient donc pas utiliser l'euro, le dollar et encore moins le rouble. Bitcoin est la seule façon pour eux de continuer à recevoir des dons et à payer des gens dans différentes parties du monde. Ils ont besoin d'argent dissident. Il existe de nombreux exemples de groupes et de mouvements de protestation, par exemple le mouvement pour la démocratie en Biélorussie, ou les activistes de Palestine qui ne peuvent pas recevoir de dollars. Le directeur américain de l'UNWRA a déclaré publiquement qu'actuellement, Bitcoin est l'unique moyen de transférer de la valeur vers la Palestine. En Ukraine, après l'invasion, le Bitcoin, les stablecoins et d'autres actifs crypto ont aussi été utilisés pour faire des dons. Au Nigeria, il y a quelques années, un grand mouvement de protestation contre la violence policière s'est formé. Jack Dorsey a soutenu une initiative menée par la coalition féministe qui a utilisé le Bitcoin parce qu'il ne pouvait pas être intercepté. À Hong Kong, il y a une révolution tranquille de personnes qui utilisent le Bitcoin pour faire entrer et sortir de l'argent du pays. Il existe encore un réseau de guichets automatiques Bitcoin à Hong Kong qui ne nécessite pas de pièces d'identité jusqu'à un certain montant. Cela m'a permis d'envoyer très facilement de l'argent à des activistes là-bas, qui le reçoivent en quelques minutes. Les groupes de défense des droits humains ont de plus en plus tendance à intégrer Bitcoin. Mon travail quotidien consiste à encourager ce développement, car je pense qu'il les renforce. Et j'aide ces groupes à comprendre le fonctionnement de la sécurité numérique et de la collecte de fonds, à trouver une audience et à raconter leur histoire. La sécurité financière est un élément essentiel de ce processus. C'est pourquoi nous accordons depuis un certain temps déjà des subventions en Bitcoin à des groupes de défense des droits de l'homme. Là aussi, c'est mieux que le fiat. Par exemple, quand nous accordons une subvention à un groupe dans un pays comme le Gabon, et que nous leur demandons s'ils veulent un virement bancaire ou une transaction Bitcoin pour un don de 25 000 $, on nous répond de plus en plus fréquemment qu'ils préfèrent le Bitcoin, qu'ils reçoivent en quelques secondes. Pour nous, ça ne fait aucune différence. C'est en fait plus facile pour notre équipe comptable. Le virement bancaire est une technologie antique. Il peut être bloqué, gelé, et surtout, le gouvernement local sait immédiatement qu'il a eu lieu. Les groupes d'activistes en Égypte, au Gabon ou ailleurs ne veulent pas que leurs dictateurs sachent qu'ils ont reçu 25 000 $ de la Fondation des droits de l'homme. Ils risquent la prison, et il est donc bien plus sûr pour eux de recevoir du Bitcoin. J'ai des collègues qui ont dû coudre des dollars dans leurs vêtements pour les apporter en Biélorussie ou en Bolivie, en prenant de gros risques. Maintenant, ils n'ont plus besoin de faire ça. Ils peuvent simplement envoyer du Bitcoin. Il apporte une sécurité sans précédent au financement du militantisme. C'est une révolution pour la défense des droits de l'homme que nous sommes en train d'alimenter. Comme vous l'avez compris, ma thèse est que Bitcoin change profondément la capacité des gens à exercer leur souveraineté en matière d'épargne, de commerce, de liberté et d'énergie. Passons à la dernière catégorie, qui a été pour moi la plus abstraite et la plus difficile à saisir. L'énergie électrique. Et le slogan « Ne pas exploiter Bitcoin, c'est gaspiller de l'énergie ». Évidemment, cela va à l'encontre de ce que nous disent les gouvernements occidentaux depuis plus d'une dizaine d'années. Ils ont prétendu que Bitcoin était trop risqué, alors qu'il s'agit de l'actif le plus performant de tous les temps.
Ils ont dit qu'il était spéculatif et sans utilité commerciale, ce qui, comme je viens de l'expliquer, est un autre mensonge, car il sert à ceux qui sont laissés en périphérie de la finance traditionnelle. Les gouvernements prétendent qu'il sert au financement d'activités néfastes, alors que c'est l'argent des combattants de la liberté, et qu'il est utilisé à mauvais escient seulement marginalement. Enfin, ils disent que le minage gaspille de l'électricité et qu'il est mauvais pour l'environnement, une affirmation que je vais réfuter maintenant. Cela fait déjà longtemps que j'ai été convaincu que le minage de Bitcoin allait inciter à la création de plus d'énergie renouvelable. Mais ce n'est que récemment, en visitant de nombreux sites de minage en Afrique de l'Est et du Sud, que j'ai commencé à vraiment comprendre ce qu'il pouvait véritablement apporter. Voici une anecdote révélatrice. Lorsque j'étais au Kenya, au bord du lac Naivasha, je me souviens avoir vu une pompe à eau, qui sont très courantes là-bas, puisque le pays est le plus grand exportateur de fleurs au monde. Il existe de nombreuses petites exploitations dans les zones rurales du Kenya qui exploitent l'énergie géothermique ou hydroélectrique. Ce sont des énergies propres et constamment disponibles, mais qui ne sont pas toujours exploitées. Toute centrale électrique gaspille de l'énergie, peu importe où elle est. Si vous passez devant un parc éolien en Californie, vous remarquerez peut-être qu'il n'est pas toujours en fonctionnement. Cela peut être dû au fait qu'il y a des prix négatifs pendant la journée et qu'il n'y a pas d'acheteurs, car le réseau électrique est surchargé. C'est souvent le cas en Afrique où il n'existe pas de réseau électrique continental à proprement parler. Quand j'étais au Kenya, à côté de la pompe à eau, j'ai remarqué une petite cabane surmontée par une antenne Starlink. Le minage de Bitcoin permettait de consommer 100% de l'électricité que la pompe à eau n'utilisait pas. C'était un cas où Bitcoin ne gaspillait pas d'énergie, mais au contraire, utilisait l'énergie superflue de la pompe qui, sans ça, aurait été perdue. Ce fonctionnement permettra de rendre rentable d'ici quelques années de nombreux sites d'énergie renouvelable en Afrique, ce qui n'aurait pas été possible auparavant. Jusqu'à présent, pratiquement toutes les infrastructures électriques en Afrique ont été réalisées grâce à des dons à la discrétion de philanthropes. Cela va changer. Ils n'auront plus besoin de compter sur la générosité d'étrangers, car Bitcoin rentabilise les infrastructures électriques. Au Malawi, aujourd'hui, seulement 11% de la population a accès à l'électricité, ce qui est absurde. Et cette minorité subit 6 à 8 heures de délestage par jour sur le réseau national, c'est-à-dire une panne massive tous les jours. Nous n'avons pas ce genre de problème en Occident, mais c'est le quotidien de beaucoup de gens. D'ici 30 ans, nous pensons que près de 100% de la population du Malawi aura accès à l'électricité grâce au minage de Bitcoin. C'est un cas d'utilisation civilisationnelle. Le pétrodollar, la livre sterling ou l'euro ne peuvent pas faire cela. Ils ne peuvent pas permettre de développer des infrastructures électriques dans des zones rurales du Malawi ou du Kenya afin que les gens atteignent un niveau de civilisation plus élevé. C'est vrai que c'est une affirmation contre-intuitive. Comment le Bitcoin, qui consomme de l'énergie, pourrait-il en générer à un endroit ? C'est possible parce qu'il apporte du capital aux entreprises qui peuvent désormais se connecter à davantage de consommateurs, construire des micro-réseaux et ainsi de suite. C'est impossible de faire cela avec de la monnaie fiat. Il s'agit ici d'une preuve de travail, un cas d'utilisation de Bitcoin qui va changer le monde. L'énergie est cruciale. Sans elle, pas de liberté, pas de commerce, pas d'épargne. Les externalités positives du minage de Bitcoin fournissent des éléments permettant de développer la civilisation. Puisque rien ne se perd et rien ne se crée, un mineur est en fait un radiateur qui transforme de l'énergie en chaleur. Celle-ci est une opportunité que l'on peut exploiter. Par exemple, j'ai vu des endroits en Afrique où cette chaleur était utilisée pour sécher des ananas avant la vente. Je sais aussi qu'elle est utilisée dans des plantations pour transformer les feuilles de thé. Un certain nombre d'heures après la récolte, il est nécessaire de les faire sécher. On peut le faire soit en utilisant une machine qui génère de la chaleur sans générer de Bitcoin, soit avec une machine qui en génère aussi. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il s'agit d'une option viable, mais ils choisissent évidemment d'utiliser des mineurs dès qu'ils sont au courant. Dans le parc national de Virunga au Congo, on utilise désormais le minage pour sécher le cacao. Au cours des 4 dernières années, ils ont généré des revenus de cette manière qui ont été très utiles aux 5 millions de personnes qui vivent dans la région. Ils ont également été utilisés pour préserver la faune sauvage, notamment les gorilles. Leurs installations hydroélectriques peuvent désormais être exploitées pleinement. Avant le minage de Bitcoin, on traitait le cacao en le posant au sol pour que le soleil le sèche progressivement, ce qui n'est pas très efficace et ne répond pas aux exigences sanitaires de certains pays. Ils ont donc été confrontés au problème suivant. Ils pouvaient soit dépenser 200 000 $ pour acheter un radiateur industriel, soit dépenser 200 000 $ en ASICs pour miner. Ils étaient au courant de cette option car ils utilisaient déjà des mineurs pour mettre à profit leur surplus d'énergie hydroélectrique. Utiliser le minage de Bitcoin de cette manière permet aux gens de générer des revenus supplémentaires, qui rendent l'utilisation de l'électricité rentable dans davantage de lieux. Un autre exemple est celui d'un entrepreneur de Brooklyn qui utilise le minage pour chauffer son spa.
parce qu'après avoir fait le calcul, il s'est rendu compte que c'était plus intéressant qu'un chauffage industriel. Un physicien m'a expliqué un jour que la manière dont les mineurs de Bitcoin fonctionnent, en cycle constant, est en fait très efficace pour le chauffage. La cerise sur le gâteau, c'est que lorsque vous transformez cette énergie qui serait perdue, vous gagnez du Bitcoin. Vous ne gagnez pas du Kwacha. C'est important, car cette énergie orpheline ne pourrait pas vraiment être utilisée pour faire autre chose. Entraîner des modèles d'IA, par exemple, ne serait pas possible parce qu'une large bande passante et une latence basse seraient nécessaires. Les mineurs reçoivent du Bitcoin directement dans leur portefeuille, sans avoir de contact avec le système financier existant. Bitcoin, ce n'est pas seulement une technologie d'épargne, de liberté, de commerce ou d'exploitation énergétique. Il fait les 4 choses en même temps, ce qui est remarquable. Et d'ailleurs, plus nous les étudions, plus nous nous rendons compte qu'ils sont en fait interconnectés.